Florin Philippot, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cet entretien pour le magazine Nexus. Alors on vous retrouve aujourd'hui à Saintes, 18 mai, pour une intervention que vous allez faire tout à l'heure sur une table ronde, vous nous en direz un peu plus, autour de la question Covid, question que vous avez largement développée dans vos différentes vidéos. Est-ce que vous pouvez nous résumer un petit peu votre analyse de la situation actuelle, ces 2-3 ans de Covid, où en est-on et qu'est-ce que vous avez pu interpréter de ce que l'on vit en France depuis 3 ans? Vaste question. Alors, on en est où? La plupart des mesures coercitives ont disparu. Aujourd'hui, le dernier sujet important, c'est la réintégration des suspendus, même si elle se fait dans des conditions qui ne sont pas acceptables. Pourquoi? Parce qu'il faut obtenir une indemnisation. Il faut que ces gens qui ont été injustement mis à l'écart soient indemnisés, c'est quand même la moindre des choses. D'ailleurs, dans d'autres pays, c'est ce qui se fait. Donc là, il y a quand même un combat évidemment à mener. Pour le reste, sur le bilan des mesures, Dieu merci, aujourd'hui, il n'y a plus de passe, il n'y a plus de masque obligatoire, il n'y a plus d'obligation vaccinale pour tel ou tel métier. Je crois que c'est le fruit de combat aussi. Mais moi, je retiens surtout qu'après une phase un peu inquiétante, où on a vu quand même les gens assez majoritairement céder leur liberté facilement, il faut le dire, accepter qu'elle soit conditionnée à une injection par exemple, à un test, etc. On est maintenant dans une autre phase où je crois que il ne serait plus tout à fait possible, en tout cas c'est l'analyse, il me semble, vu ce que je ressens, il serait plus tout à fait possible de réimposer la même chose aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je pense que malgré tout, la prise de conscience de pas mal de Français, de millions de Français a progressé. Et des gens qui peut-être ne comprenaient pas le caractère inadmissible d'un pass sanitaire, vaccinal, il y a 1 an et demi ou 2 ans, aujourd'hui le comprennent. Des gens qui peut-être croyaient assez au début de la crise, par réflexe, par habitude, par tradition, par éducation, que quand un médecin disait quelque chose à la télé ou quand un ministre de la Santé disait quelque chose de la santé publique à la télé, c'était forcément plutôt vrai et qu'il fallait plutôt faire confiance. Aujourd'hui, je crois qu'on a plutôt aiguisé leur esprit critique et cette confiance a priori, à mon avis, n'existe plus. Pas chez tout le monde, il y a toujours des moutons qui, quoi que vous leur disiez, vont suivre. Mais il y a quand même, je crois, beaucoup plus de gens qu'avant qui ont une petite alerte en permanence que maintenant dans le cerveau pour leur dire attention, on m'a fait le coup une fois, on ne me le fera pas 2 fois. Et ça, je pense que c'est un acquis. C'est un acquis parce qu'il y a eu des luttes, parce qu'il y a eu des travaux, il y a eu des publications, il y a eu des livres, il y a eu des interviews, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, beaucoup de manifs, et c'est un acquis. Je ne veux pas être trop optimiste, parce qu'on va me taxer d'optimisme exacerbé, je ne crois pas, mais je pense qu'il faut quand même être réaliste là-dessus. Maintenant, il y a un autre énorme chantier qui s'ouvre, et là c'est l'omerta totale en France, c'est la question des effets secondaires. Ça va être le grand sujet, évidemment, des semaines, des mois et des années qui viennent. A priori, il y a quand même un gros problème. La presse allemande, les politiques allemands, par exemple, commencent à énormément en parler. Il y a des articles partout, il commence à y avoir des documentaires à la télévision publique allemande. En France, rien. Et quand vous expliquez cette situation en France, cette espèce de bunkérisation médiatique sur ces sujets-là? On se protège. On se protège. Il y a un consensus implicite de ne pas en parler. Je vais vous dire, ça va être difficile d'ailleurs d'en parler, parce que c'est le premier scandale sanitaire qui concerne quasiment toute la population. Les scandales sanitaires passés, sans contaminer, tous les médicaments, Mediator, etc., c'était à chaque fois quelques milliers, voire au pire, quelques centaines de milliers de personnes qui étaient concernées. Là, c'est 80, les gens qui ne sont pas du tout vaccinés, je ne sais pas combien, mais c'est peut-être 10% de la population. Donc 90% de la population est concernée. C'est la première fois qu'on a un scandale sanitaire qui est en fait massif. Et donc le risque, grand risque, c'est que ça n'émerge jamais, parce qu'il y a un consensus implicite des gens de ne pas en parler parce qu'ils ont peur. Vous n'avez pas envie de parler d'un sujet qui vous fait peur. Et quand ça concerne à peu près toute la population, il peut se mettre en place un phénomène psychologique implicite de on n'abordera jamais le sujet, on se met d'accord entre nous, on se cache, y compris quand on voit les choses anormales à côté de chez nous. Le déni, pour se protéger psychologiquement. C'est une possibilité, je ne la souhaite pas, parce que moi je suis dans un esprit de justice et je pense que quand quelque chose de mal a été fait, il faut que ce soit réparé. Et quand il y a des victimes, il faut qu'elles ont le droit à réparation. Et les proches des victimes également. Voilà. Donc il va falloir continuer de manière fine, parce qu'il ne faut pas non plus, on n'est pas là non plus pour terroriser la population ou pour créer la panique générale, ce qui à mon avis briserait toute possibilité d'enquête.
Et il faut le faire de manière fine, il faut le faire de manière vraie, il faut toujours se fonder sur la vérité des faits, mais il faut absolument aller au fond des choses parce qu'il faut que ce scandale sanitaire soit là, émerge pour une raison simple, d'abord par esprit de justice, mais aussi pour que plus jamais ça puisse se reproduire. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu un avant-après Covid d'un point de vue numérique? Je parle de ça parce qu'il y a une numérisation de notre vie qui a été imposée par le pass sanitaire, le QR code, etc. On parle d'ailleurs dans le dernier Nexus actuellement 146 en kiosque de la dictature numérique, Big Brother qui arrive. Il y a un consortium européen qui est en train de se déployer avec le ministère de l'Intérieur qui est à la manœuvre, le ministère français. Est-ce que vous êtes au courant de tout ça? Vous avez beaucoup parlé sur vos vidéos de ce sujet-là. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire et qu'est-ce que vous anticipez, puisque maintenant que le Covid est passé, on voit poindre un nouveau scandale, celui de la numérisation de nos vies citoyennes et de l'attribution de tous nos droits à travers des QR codes, des téléphones et des passes numériques. Ah, ça c'est un sujet énorme. Le Covid a été en quelque sorte une répétition générale pour ça. A été l'accoutumance. Les gens, on les a habitués à montrer un QR code pour avoir le droit d'aller au restaurant, d'aller au théâtre, d'aller au cinéma, d'aller dans une salle de sport. Vous voyez, des trucs tout bêtes. Donc prendre un café en terrasse. Donc en fait, vous voyez, et il y a le lien un peu implicite qui est fait dans la tête des gens, comme de la domestication. Vous voyez, comme un chien. Vous lui montrez un petit sucre, ça veut dire qu'il doit sauter. Ou un lotari dans un delphinarium, quand ça existait encore. Vous montrez une sardine et il doit faire un numéro. Et là, on montre un QR code et vous avez le droit à une liberté. Un petit plaisir, vous voyez, un petit café, un petit truc. Ça s'appelle de la domestication. On est pile poil. Donc en fait, le Covid a servi à ça. Et là, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une tentative de tout numériser et de tout conditionner. En fait, à cette numérisation, c'est l'identité numérique, où on va vous dire, pour des raisons pratiques évidemment, on va tout vous mettre dans un petit QR code, vous aurez tout à montrer, mais enfin tout sera lié. Sur le même registre numérique, centralisé, il y aura votre état civil bien sûr, mais il y aura aussi votre carnet de santé, votre carnet de vaccination, votre compte bancaire, et puis si on s'amuse à faire des petits liens entre tout ça, on peut faire des choses sympas. Vous n'êtes pas vacciné, mais vous avez envie de faire telle dépense ou d'aller dans tel pays, etc. Ça va être compliqué. Est-ce que vous avez bien rechargé votre passe carbone, votre passe énergétique, votre passe sanitaire, éventuellement un jour, si jamais ça revenait, etc., etc. Donc on voit bien les dangers de cette identité numérique, c'est poussé par l'Union européenne. Évidemment. Tout ça est poussé par l'Union européenne de toute façon, sans surprise. L'euro numérique. L'euro numérique, il y a un rapport qui vient de sortir de la BCE en disant que ce sera une monnaie qui pourra être conditionnelle. C'est écrit en toutes lettres. Donc c'est-à-dire qu'on vous dira, vous avez le droit à tel ou tel euro, mais à condition que ça aille vers tel ou tel achat, ou que ça n'aille pas vers tel ou tel achat. Par exemple, pas de viande, mais plutôt des insectes. Vous voyez, des choses comme ça. Donc en fait, voilà, sous prétexte de numérisation pour le côté pratique, et moi je ne suis pas contre le progrès, je ne dis pas qu'évidemment, il peut y avoir des choses bonnes, à condition qu'on n'ait pas des intentions mauvaises. Voilà. Et bien en tout cas là, je pense que les intentions sont mauvaises et donc il faut s'opposer absolument de toute façon, de toute manière à cela. La première des manières de s'opposer à cela, c'est de faire connaître. Parce que vous le constatez comme moi, si vous baladez dans la rue aujourd'hui, vous constaterez que 9 Français sur 10 n'ont jamais entendu parler de ça. Ni euro numérique, ni identité numérique, ni quoi que ce soit. Et en plus, ils vont y aller par petites touches. J'entendais hier le ministre qui disait « Maintenant, votre permis de conduire, vous pouvez l'avoir de manière numérique sur un QR code, etc. » Vous voyez, petites touches. Et là, les gens, quand ils écoutent ça, ils se disent « Ah, c'est super pratique. » Et puis, ouais, mais le super pratique, peut-être. Mais demain, ça sera encore autre chose, et on arrivera à l'identité numérique. Donc, il faut faire extrêmement attention à tout ça. Et ça, effectivement, le Covid a été un peu une rampe de lancement. C'est évident. Psychologique. Alors l'autre intérêt, si on le voit positivement, c'est que parce qu'il y a eu le Covid, il y a quand même beaucoup plus de gens qui sont au courant de tout ça. Parce que l'identité numérique n'est pas née non plus avec le Covid. C'était un projet qui était antérieur. Mais c'est vrai qu'il y a eu accélération avec le Covid et en même temps accélération de la prise de conscience. C'est à nous de continuer là-dessus, on n'a pas d'autre choix. Il n'y a pas de baguette magique. Il faut juste qu'on fasse connaître aux gens ce qui se passe, qu'on leur explique qu'il y a d'autres solutions, les dangers de tout ça, et qu'on pousse les gens à aller vers le refus de cette société-là. Est-ce que vous pensez que les gens qui nous écoutent peuvent agir autrement que par le simple refus ? Ils peuvent, de manière très concrète, par exemple, privilégier, quand ils le peuvent, l'argent liquide. Parce qu'on voit bien que l'argent liquide est un problème pour cette oligarchie. C'est une liberté. C'est un anonymat. Donc il faut, dès qu'on peut le privilégier,
Ça c'est concret, c'est ce qu'on peut faire. Voilà. Après, il y a d'autres. Alors, il y a des collectifs qui disent qu'il faut sortir l'argent des banques et tout. Moi, je veux bien, mais c'est pas facile. Il faut être réaliste aussi. Les choses qui ne sont pas pratiques et concrètes et faisables ne se feront pas, ou très marginalement et n'auront pas donc d'impact. Peut-être, je ne dis pas que c'est une mauvaise solution, c'est en soi intelligent, mais c'est très compliqué, puisque vous êtes obligé par la loi aujourd'hui, quand vous avez un contrat de travail, vous êtes obligé d'avoir un compte en banque. C'est obligatoire depuis les années 70. Vous voyez, plein de choses comme ça, donc de toute façon, c'est pas très réaliste. Mais, donc il y a ça, l'argent liquide, faire connaître, faire circuler l'information, c'est un autre acte extrêmement concret auquel on ne pense pas spontanément, mais c'est le plus important. C'est le plus important. Votre voisin ne va pas se réveiller si déjà il n'est pas au courant. Il faut déjà lui expliquer ce qui se passe. Et puis, vous savez, globalement, moi je connecte ça au combat pour la souveraineté. Hein. Le meilleur moyen de ne pas avoir d'euro numérique, c'est de ne pas avoir d'euro tout court. Hein. C'est quand même quelque chose qu'il faut bien avoir en tête. Quand vous reprenez votre souveraineté de peuple, notamment en quittant l'euro, en quittant l'Union européenne, vous défendez en même temps votre liberté d'individu. Le combat pour la liberté collective, c'est la souveraineté. Le combat pour la liberté individuelle, c'est notre combat pour les libertés. Vous voyez, et pour moi, les deux sont absolument, intimement liés et connectés. Donc moi j'invite tout le monde à bien réfléchir à cela. Vous qui êtes sur le combat politique sur le territoire français, comment vous voyez les 4 prochaines années de la politique française et de l'avenir de notre pays ? Je vois, moi je crois qu'il y aura une dissociation de plus en plus forte entre le théâtre au Parlement qui est de plus en plus inintéressant, qui est du théâtre, ce que j'appelle l'opposition avec des guillemets. Et à mon avis, le débat qui va se déplacer de plus en plus ailleurs, en dehors de ces instances officielles qui n'intéressent plus grand monde, dans ce que j'appelle la résistance, qui n'a rien à voir avec l'opposition, entre guillemets. Et ça, c'est un déplacement qu'on voit dans beaucoup de pays. Beaucoup de pays en ce moment, États-Unis, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, etc., sont confrontés exactement aux mêmes problématiques que nous. Pays-Bas aussi en ce moment avec les paysans qui sont en lutte. Et en réalité, on voit bien que partout, à peu près, se met en place cette séparation entre un bouillonnement de ce que vous faites, ce qui se fait à Saintes par exemple aujourd'hui, un bouillonnement d'initiatives, de ponts qui se créent entre des milieux, des gens qui ne se fréquentaient pas, des milieux professionnels, politiques qui ne se fréquentaient pas. Ça, on voit que là, il se passe quelque chose d'intéressant. Et c'est là, à mon avis, qu'il va se passer quelque chose d'intéressant. Et le truc, moi j'appelle le truc vieillot à l'Assemblée, où il ne se passe plus rien d'intéressant. Où on est dans les vieilles combines politiciennes qui n'intéressent plus personne, qui dégoûtent tout le monde. Voilà, sauf quelques exceptions, bien sûr, il peut y avoir quelques exceptions intéressantes, mais globalement, c'est ce qu'on constate. Et ça, je pense que c'est ce qui va de plus en plus marquer les années qui viennent. Je veux qu'on sorte du macronisme, de cet enfer, mais je ne sais pas par quel chemin ça passera, et je ne sais pas quand. Ça, je ne veux pas vous mentir. Je sais juste qu'on doit investir sur ce côté-là, ce bouillonnement-là, et qu'on doit construire ensemble une alternative solide, crédible pour les Français, qui passera par le chemin des urnes, mais pas que. C'est un travail à faire en profondeur dans la société française tous les jours. Comment on fait pour éviter l'affrontement des Français, la radicalisation des opinions et aussi la violence que peut-être une partie de l'oligarchie souhaite en France pour justement récupérer le terrain on va dire politique par la violence, parce que par une forme d'ingénierie sociale, ils pourraient très bien demain décider de militariser le pays si jamais il y avait une guerre civile. C'est-à-dire, moi je crois que les Français au contraire, je les trouve très raisonnables et sages, vu ce qu'ils se prennent dans la figure en permanence. Alors quand il n'y a même pas de vraie violence caractérisée, ils vous en inventent, quoi. Ou ils vous gonflent à faire trop mieux, là, le neveu. Je ne dis pas qu'il n'y a rien eu. Enfin, il n'y a pas eu manifestement le truc qu'on nous a présenté au début qui était dramatique. Et on a vu une justice extrêmement rapide, ils sont mis en détention provisoire, on lui a proposé une protection policière SDLP immédiatement, ce qui est délirant. Hein. Et donc on voit bien que même quand il n'y a pas, on essaie de faire monter la sauce parce que le pouvoir a besoin de faire croire qu'il est lui la victime. D'inverser la relation bourreau-victime. Non, le bourreau c'est Macron, c'est cette oligarchie, c'est pas nous. Nous je trouve qu'on est bien gentils. Donc moi j'appelle évidemment les gens à ne pas tomber dans la violence, certainement pas. Je leur dis simplement de ne pas tomber non plus dans les stratégies de manipulation du pouvoir qui voudront faire passer le pouvoir pour la victime. Ça c'est bidon, ça c'est toujours bidon. Et d'un autre côté, j'appelle les gens à pas aller dans la violence, mais à aller dans le travail de fond, y compris en passant par la politique avec un P majuscule, pas reproduire l'erreur des Gilets jaunes, pour qui j'ai beaucoup d'admiration, mais il y a eu, à mon avis, une erreur stratégique. C'est de dire, nous, la politique, jamais. Ça ne veut rien dire, ça. Si c'est la petite politique politicienne dégoûtante, d'accord, je suis d'accord avec vous. Mais par contre, il n'y a pas de solution si elle n'est pas politique.
L'homme est un animal politique, on le sait depuis des milliers d'années. Il faut s'occuper des affaires de la cité. Ça s'appelle faire de la politique, mais au bon sens du terme. Donc il ne faut pas déconnecter les choses. Sinon, on va tourner en rond pendant des années, ça ne donnera rien du tout. Alors on est aujourd'hui à 18 mai, à la 100e du CSI, le Conseil scientifique indépendant, on vous retrouve. Pourquoi êtes-vous venu et sur quoi allez-vous intervenir tout à l'heure ? Je suis venu d'abord parce que quand on m'invite dans une instance d'une si grande qualité, évidemment que je viens. Moi, je réponds toujours aux invitations, a priori. Ensuite, parce que c'est un combat qui me tient à cœur, et avec les Patriotes, on l'a démontré depuis des années, concrètement. Parce que j'y retrouve beaucoup d'amis aussi, que je connais. Je vais aussi faire connaissance de personnes que j'ai envie de rencontrer, et j'en suis très heureux. Et je vais intervenir, on m'a demandé d'intervenir sur les choses, sur les libertés, l'État, la place de l'État-nation dans la crise, les libertés, les raisons de l'abstention. Donc c'est un peu vaste ce que je vais vous dire. Je vais essayer de faire une intervention plus synthétique sur ma vision de la crise, un peu où on en est, ce qui se passe, et le rapport des Français effectivement à l'État, ce qu'ils ont appris pendant cette crise, le rapport à la liberté et les raisons réelles de l'abstention. Je vais essayer de me limiter à cela dans le temps imparti. Très bien, on invite tous ceux qui nous écoutent à retrouver le replay de cette journée sur les réseaux sociaux. Florent Philippot, merci beaucoup à vous pour cet entretien. Merci.